Notre petit comité d'organisation au nom de la section des sciences de l'univers a essayé de vous montrer avec cette série de conférences dont je remercie chaleureusement les 5 conférenciers, de voir un peu cette grille de lecture commune à toutes nos disciplines. On dit parfois que l'astronomie et la géologie ont peu à se dire. Vous venez de voir de façon extraordinaire que ça n'est désormais en tout cas plus le cas. Grâce à nos orateurs qui ont été rapides, nous avons une petite dizaine de minutes. Donc avant de conclure en quelques minutes cette séance, je voudrais vous inviter à poser les questions que vous souhaitez sur l'ensemble de cet après-midi et sur les questions que vous vous posez sur le temps. Les astroscientifiques et les géoscientifiques que nous sommes ont essayé de vous montrer que pour jouer à ce jeu, il fallait petit à petit que vous vous familiarisiez avec le million d'années comme vous l'êtes déjà avec la seconde. Donc j'espère qu'on vous a fait progresser dans cette direction et vous pouvez continuer. Qui souhaite intervenir dans ce petit débat final? Oui, Roger. Pas de problème. J'ai toujours été très choqué par cette idée d'énergie noire qui, pour moi, signifie absolument rien. C'est de l'agitage de main. Maintenant, de notre côté, vous nous dites qu'il y a un autre modèle, qui est le modèle linéaire, dans lequel il y aurait possibilité d'existence d'antimatière. Où est-ce qu'elle serait? Est-ce qu'elle serait détectable ou pas? Nathalie Palanque. Alors, dans les 2 cas, les modèles ont des composantes exotiques. Alors effectivement, c'est l'énergie noire et la matière noire dans le cadre du modèle plus habituel, et qui sont des composantes qu'on a rajoutées un peu de façon ad hoc, mais suite à quand même une grande succession d'observations qui convergent vers des conclusions qui sont à chaque fois expliquées à peu près de la même façon par ces composantes ad hoc. Donc on peut les aimer ou ne pas les aimer, ou les trouver vraiment très rajoutées à la dernière minute. La physique a connu d'autres cas où on rajoute des composantes ad hoc qu'on ne voit pas. Ce fut le cas du neutrino, par exemple, et on a fini par le découvrir. Donc tout espoir n'est pas perdu de ce côté-là. Par contre, effectivement, on cherche toujours à simplifier les modèles et à tenter de s'affranchir de ces composantes qu'on semble rajouter de façon ad hoc pour pouvoir trouver des modèles plus cohérents sans avoir besoin d'autant d'exotisme. Alors, le modèle de l'univers de Milne dont je parlais, ce modèle symétrique de matière-antimatière, est une variante qui a été étudiée justement dans le but de se dire peut-être qu'il y a un univers plus simple que celui avec toutes ces composantes supplémentaires invisibles. Le modèle de Milne est étudié depuis maintenant plusieurs décennies. Chaque étape est une souffrance absolument incommensurable, c'est-à-dire qu'il paraît simple au départ, mais chacune des observations nouvelles viennent quasiment s'opposer aux prédictions de ce modèle. Et donc c'est à chaque fois extrêmement difficile d'arriver à trouver une explication cohérente dans le cadre de ce modèle d'univers symétrique pour expliquer. Donc par exemple la nucléosynthèse primordiale, donc c'est la formation des tout premiers noyaux lorsque l'univers a une température telle que le deutérium fraîchement fabriqué ne va pas être photodésintégré de nouveau. Donc il faut cette température de l'ordre de 80 keV qui intervient extrêmement tardivement dans ce modèle symétrique, au bout de 30 ans et non plus de 3 minutes. Donc, quasiment tous les neutrons ont eu le temps de se désintégrer en protons. Donc, à premier abord, on se dit, s'il n'y a plus de neutrons du tout, on ne va jamais avoir les abondances que l'on mesure aujourd'hui. Mais en fait, ce n'est pas le cas. On arrive à montrer qu'avec de la nucléosynthèse inhomogène, on arrive à régénérer les neutrons qui ont disparu, et donc finalement, à retrouver des abondances telles qu'on les mesure aujourd'hui. Mais donc là, je viens juste de donner le cas de la nucléosynthèse primordiale, et c'est à peu près le même processus de raisonnement à chacune des étapes. À chaque observation, la modélisation simple ne permet pas de reproduire les observations, et à chaque fois, il faut trouver des mécanismes supplémentaires qui permettent, malgré tout, de reproduire les observations que l'on a. Donc c'est un modèle a priori plus simple, mais qui est finalement au moins aussi compliqué que celui de nos composantes ad hoc, matière et énergie noire. Merci. Jean-Loup Puget. Oui, je voudrais rajouter un point sur la question de l'énergie noire. L'énergie noire, c'est une des composantes qui, dans la relativité générale, produit effectivement une espèce d'antigravité. Donc, on a essayé d'introduire, et ça, dans la théorie des champs, si on prend des champs scalaires, ça va donner exactement... Alors, non, on n'en avait pas vu,
on a vu le Higgs maintenant. Et par exemple, on a des modèles d'inflation avec des particules de type Higgs dans la théorie des champs et les observations de physique des particules. Donc là, c'est quand même beaucoup moins exotique que ça ne paraissait avant. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Nathalie sur les changements et les prédictions. Quand on a prédit qu'on pourrait déterminer les constantes du modèle cosmologique le plus simple qu'il y avait, en observant les anisotropies du corps noir, là, soit avec les manips qu'avaient fait les Américains avec le WMAP, puis avec plus de précision avec Planck, on a pu prédire quelle devait être la partie polarisée. Ensuite, on a mesuré la partie polarisée avec Planck, très bien, et le modèle cosmologique déterminé à partir de la température est exactement reproduit exactement les prédictions. Donc ce modèle a 6 paramètres, ce qui est extraordinaire, et effectivement un modèle qui reproduit les observations qui sont les plus fines sur cet aspect l'univers ancien d'une façon qui est étonnante pour moi. Et quand on a rajouté pour l'instant, on essaie de le casser justement ce modèle. Pour l'instant, d'observation en observation, on n'y arrive pas. Monsieur. Oui, bonjour. J'ai 2 petits vagues souvenirs et une petite question. Les 2 vagues souvenirs, je ne suis pas spécialiste. Concernant la mesure, je crois, l'incertitude pour les radioisotopes, je crois que j'avais lu quelque part que en fait, cette incertitude, elle dépend de l'incertitude de la mesure de la concentration des isotopes, d'une part, et puis aussi du nombre de points donc de mesure, mais je ne suis pas spécialiste. C'est le premier vague souvenir. Deuxième vague souvenir, concernant la datation des premiers moments, je crois, de la disparition, de l'apparition, enfin plutôt de l'apparition de l'eau sur Terre. Pareil, je suis désolé, je ne suis pas spécialiste. Et l'histoire des certains sédiments d'uranium, l'uranite ou quelque chose comme ça, qui vraiment prouveraient qu'à certains moments, il y a des sédimentations qui ont eu lieu grâce à l'eau et qui prouveraient justement cette datation du phénomène de la présence de l'eau. Sinon, ma question, c'est un éclairage que je demande aux spécialistes auxquels on a l'honneur d'être présents aujourd'hui avec eux. C'est beaucoup de nos élèves nous demandent en fait, c'est comment expliquer, comment garder la même définition, la même définition mathématique du temps et signification physique du temps, alors que depuis la naissance de l'univers, les échelles de temps ne sont pas les mêmes, les échelles de distance ne sont pas les mêmes, et les élèves nous posent aussi la question, même la nature de la matière n'est pas la même. Comment dans... Vous faites un peu vaste, mais je vais demander à Maude Boyer de répondre à la première partie de Merci votre question. beaucoup. Je vais juste faire 2 commentaires. Oui, pour les isochrones, donc les droites que je montrais, l'incertitude qui est considérée, c'est l'incertitude sur les mesures et la régression. Donc forcément, la régression sera mieux définie si vous avez 1000 points que s'il en a 3. Donc ça intervient dans l'âge que vous allez définir. Au niveau des sédiments, il faut faire attention entre eau telle que nous, on l'a aujourd'hui, et eau peut-être telle qu'elle était au début de la formation de la Terre. Là, quand vous parlez des sédiments, et donc par exemple de l'uranium va avoir différentes valences. Et donc là, c'est l'état redox qui joue. Les eaux anciennes étaient certainement très réduites. Donc voilà, l'uranium ne sera pas sous la forme telle qu'il sera actuellement. Donc voilà, l'eau, ça ne veut pas dire de l'océan tel qu'il est aujourd'hui. Ça pouvait être des océans qui étaient... voilà, il n'y avait pas d'oxygène, où il y avait beaucoup de fer. Ce n'était pas du tout les conditions actuelles. Non, justement, je voulais demander de répéter la 3e question. Bon, si vous permettez, je voudrais me joindre à la réponse à cette question. Maude vous a surtout montré des âges autour de 4 milliards d'années. Jacques Lascar vous a plutôt montré des âges autour de quelques dizaines de millions d'années. Il y a énormément de travaux au cours des dernières décennies qui ont eu besoin de ces âges, dont les nombres de chronomètres et les précisions ont été sans cesse en s'augmentant. Ceci dit, c'est compliqué. Et faire à 5 ou 6 laboratoires de géochronologie une étude comparative
travaillant sur un ensemble de standards qui sont les mêmes standards n'est pas facile. Un laboratoire américain que je ne citerai pas avait pour habitude de considérer que ses propres mesures étaient le standard et ne prévenait même pas qu'il n'avait pas utilisé le standard sur lequel on s'était accordé à l'échelle internationale. Donc à l'erreur instrumentale s'ajoute parfois une erreur qui est l'incertitude sur le standard, problème auquel échappe en partie, avec les radioactivités éteintes, le travail que vous a montré Maud Boyer. C'est pour ça que moi qui suis géophysicien, je dis à mes amis géochimistes et dateurs, vous faites 1% d'erreur, c'est vraiment bien, 1 pour 1000, j'y crois pas tous les coups. Alors, madame, vous avez demandé à parler, je vous en prie. Oui, ma question est pour Nathalie, ma langue de la brouille. Les gens qui défendent le modèle standard de cosmologie ont tendance à mettre le doigt sur tous ses succès, et il en a. Et il en a de nombreux. Mais il a aussi, comme tu le sais, comme nous le savons tous, un certain nombre de problèmes. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais on peut dire l'écart entre la valeur de H0 mesurée dans l'univers local et celle qui est recalculée à partir des données de Planck en utilisant le modèle standard. Bon, il y a aussi le fait que le nombre de galaxies naines qui est prédite par le modèle standard n'est pas celle qui était observée, etc. etc. Donc, le fait d'utiliser ce modèle standard pour définir un temps cosmologique, est-ce que c'est tout à fait valable? Là, pour commencer à répondre, en fait, je vais reprendre ce que disait Jean-Luc Puget il y a 2 minutes. C'est un modèle qui est prédictif et qu'on peut confronter à des observations successives et qui s'avère être en accord remarquable pour la grande majorité avec les prédictions du modèle. Donc c'est vraiment un modèle qui maintenant est en vogue depuis une vingtaine d'années et qui est remarquablement en accord avec la grande majorité des observations. Alors effectivement, il y a quelques points de désaccord qui sont de plus en plus significatifs, mais pour lesquels qui sont des points de désaccord raisonnablement récents compte tenu des incertitudes. On n'arrête pas de parler de précision, effectivement, dans ces mesures du temps, et c'est effectivement la clé des recherches actuelles. Tant que les barres d'erreur sont grandes, tout est en accord. Quand les barres d'erreur deviennent petites, on finit par mettre en avant des éventuels désaccords. Et dans ces barres d'erreur, il y a la barre d'erreur statistique ou instrumentale, mais ensuite il y a les barres d'erreur systématiques. Et celles-ci ont tendance à être fréquemment sous-estimées. Et donc il n'est pas exclu que les désaccords que l'on voit actuellement sur quelques points, je ne dirais pas de détails, parce que s'ils s'avèrent confirmés, il faudra absolument les résoudre. Mais ce sont quand même des désaccords encore assez récents et qui pourraient, dans la majorité des cas, être expliqués par des systématiques, c'est-à-dire des effets qui ne sont pas pris en compte lors de la calibration de nos mesures. Et en particulier, donc, dans les 2 exemples que vous avez cités, un des points de mesure repose sur notre connaissance de l'astronomie, que ce soit de la physique stellaire ou de la formation des structures, qui pourrait être revue avec des différents modèles ou différentes variations sur les ingrédients qui entrent en compte dans ces modèles. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait déjà, qu'on puisse vraiment parler d'une crise du modèle de cosmologie habituel. Je n'ai pas parlé de crise. Non, mais bon, je crois que vraiment, aujourd'hui, c'est quand même un modèle qui est très robuste et qui a l'avantage d'être prédictif et d'avoir déjà connu plusieurs grands succès au niveau des observations qui ont été faites après les prédictions. Merci beaucoup. L'heure tourne et je crois que nous devons clore cette conférence débat. Avant que je repasse la parole à notre président et à notre secrétaire perpétuel, je voulais en résumé remercier à nouveau les 5 orateurs qui nous ont montré les jalons fondamentaux des cosmologistes qui s'interrogent, nous l'avons vu, sur presque l'existence même du temps, sa signification, le début du temps, le temps zéro. Nous avons vu le progrès des horloges atomiques et leur importance pour les liens entre l'espace et le temps, avec de nombreuses applications qui, et c'était un des buts de cet après-midi, vous montrent les liens entre astronomie, mécanique céleste et géosciences, dans la mesure où les changements de rotation de l'axe de rotation de la Terre qui vous ont été montrés ont des conséquences majeures à la fois pour la navigation spatiale et pour la géodynamique, et intéressent donc des populations de chercheurs très complémentaires. Nous avons vu l'importance des datations isotopiques qui ont ouvert un domaine immense et qui permettent de suivre la formation du système solaire. Je
pense que vous aurez tous retenu cette date de 4567 millions d'années, 4, 5, 6, 7. Vous n'aurez plus d'excuses si vous oubliez, c'est facile. Vous avez vu ce qu'on pouvait faire de remarquablement fin sur le début du fonctionnement de ce système solaire, la signification des météorites, l'origine de la Terre, de la Lune, et puis encore des périodes inconnues, c'est 150 millions. Alors il y a l'énergie noire pour les astronomes et les périodes noires pour les géologues des 150 millions d'années du début de formation qui sont encore en partie inconnus. Le XXe siècle et surtout sa seconde moitié ont vu converger les disciplines traditionnelles des sciences de la nature que sont l'astronomie, la géologie, la paléontologie, avec les datations isotopiques, la découverte des inversions du champ magnétique dont on a un peu parlé, mais évidemment proche de mon cœur, et celle des cycles de Milankovitch dans la construction d'une échelle quantitative que vous avez vue à 2 ou 3 reprises, une échelle absolue de plus en plus précise des temps géologiques qui a permis entre autres de mesurer la dérive des continents, de placer la tectonique des plaques sur des bases quantitatives solides. Ces travaux ont montré, c'est peut-être un point sur lequel on aurait pu avoir une conférence supplémentaire, l'importance de détecter des événements très brefs au cours de périodes très longues, d'observer des événements très très courts alors qu'on veut maintenir la qualité des mesures sur des périodes très très longues. C'est le cas des extinctions massives d'espèces, de la chute de météorites géantes, des éruptions volcaniques géantes qui en sont toutes des exemples où ces phénomènes se passent en des fractions de millions d'années, séparés entre eux de dizaines de millions d'années. C'est en fait aussi la philosophie des observatoires, les observatoires astronomiques, mais aussi les observatoires astrophysiques et géophysiques qui sont un autre lien fort pour la section des sciences de l'univers. Et je termine avec ce lien fort que je pense nous avons montré au sein de notre section entre nos diverses disciplines, avec cette diapositive que vous avez déjà aperçue dans l'exposé de Jacques Lascar. C'est une photo que j'ai prise au sud d'Agrigente, en Sicile, il y a quelques années. Vous voyez au milieu de la photo 4 personnages qui marchent, qui vous donnent l'échelle de cette coupe géologique. Et si vous la regardez avec attention, vous y voyez des alternances de couches rose, blanche, grise, blanche, rose, blanche, grise, blanche, et ainsi de suite, des dizaines de fois. Cet ensemble, ce quadruplet, représente un cycle de précession, comme nous l'a montré Jacques Lascar, donc en gros 20 000 ans. Vous voyez quelle précision extraordinaire on atteint, et on lit le long de cette coupe qui est désormais datée de façon absolue avec la précision astronomique, l'évolution des espèces de fossiles, où on date les inversions du champ magnétique, et en particulier, une personne a demandé tout à l'heure combien de temps durait une inversion magnétique. Ce sont les laboratoires de paléomagnétisme qui ont, je crois, les premiers remis en selle ce très beau problème des coupes géologiques où les cycles de Milankovitch crèvent les yeux. C'est même encore plus beau que ça. Si vous regardez la ligne d'horizon de la coupe sur le fond de la mer bleu-noir, vous voyez des mamelons, des renforcements. Ce sont des zones où la dureté des roches est plus forte. Ce sont tout simplement les périodes de 100 000 ans et de 400 000 ans que vous voyez. Donc vous voyez 3 fréquences essentielles de Milankovitch simplement sur le terrain. Inutile de vous dire que les géologues siciliens qui connaissaient ces coupes géologiques depuis des années et qui n'avaient pas compris ce qu'elles voulaient dire étaient furieux et jaloux quand la compréhension de ces magnifiques objets a été établie. Donc ce lien supplémentaire entre astronomie et géosciences. Je vous remercie et je passe la parole à nos chefs suprêmes. Bien, il n'y a pas de chef suprême, mais en tout cas, je peux vous dire une chose qui m'a fasciné, c'est la manière dont vous pouvez dater de façon aussi précise. Je me rappelle très bien, dans cette même salle, il y a à peu près 2 ou 3 ans, je m'étais hasardé à parler de la sortie de l'eau. C'était une vue physiologique, comment les sarcoptérygiens, effectivement, progressivement avaient acquis un certain nombre de fonctions pour pouvoir s'adapter à un environnement climatique. Climatique et surtout terrestre, qui n'avait rien à voir avec leur environnement. J'avais malencontreusement mis une diapositive avec un âge de formation de la Terre. Et je me rappelle très bien, cher Vincent, que tu m'as repris très gentiment en me donnant un certain nombre d'informations que j'ai pu approfondir aujourd'hui. Donc je suis ravi de cette séance et je remercie tous les orateurs, conférenciers, et je vous dis à très bientôt. Merci encore.